Le 16 décembre 1944, les tanks allemands entrent dans la forêt belge des Ardennes. Et alors le ciel éclate et l'enfer se déchaîne. Dans la rue suivante, il y a le seul tank Tiger que j'ai jamais vu. Ils attaquent désespérément les lignes américaines pour changer l'issue de la guerre. Ça a commencé tout d'un coup et on a chassé les Américains. Ils ont tout laissé là et ils ont fui. Les Américains répliquent en menant l'une des plus audacieuses contre-offensives de blindés de l'histoire militaire des tanks. Les tanks sont touchés, bang, 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 partout. L'enjeu, le sort de l'Europe de l'Ouest. Voici la bataille des Ardennes. Maintenant, il faut survivre. Les Ardennes, à la frontière belgo-germanique. Des forêts majestueuses. Des gorges profondes. Et des vallées ondoyantes. C'est aussi une zone de combat notoire. Cette région accidentée du cœur de l'Europe mène à la France et au port de la mer du Nord. Des armées s'y affrontent depuis l'époque des Romains. Et en décembre 1944, les Ardennes sont le théâtre d'un des plus importants et des plus meurtriers combats de blindés de la Deuxième Guerre mondiale. Le 16 décembre à 5h30. Le calme de l'aube est rompu par l'artillerie allemande. Puis près de 1000 tanks allemands attaquent les forces américaines sur un front de 135 km. Hitler veut stopper les Alliés en France et en Belgique avant qu'ils n'atteignent l'Allemagne. Pendant l'été et l'automne de 1944, les Alliés ont fait reculer les Allemands de 850 km en Europe. Mais maintenant, alors qu'ils approchent de la frontière allemande, il leur est de plus en plus difficile de se ravitailler. Et ils perdent leur élan. Hitler mise là-dessus. Et il prépare une vaste contre-offensive dans les Ardennes. C'est son dernier espoir. L'offensive vise à écraser la faible défensive américaine à la frontière entre l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, et à s'emparer des ponts de la Meuse, ouvrant ainsi la voie à une offensive contre Anvers. Hitler a défini l'objectif stratégique, la capture du port d'Anvers, et aussi de l'immense centre de ravitaillement des Alliés. Le deuxième objectif était plus tactique. S'il parvenait à coincer au moins 25 divisions des Alliés dans les Ardennes, qui se reposaient, les pertes seraient énormes pour les Américains et pour les Britanniques. Et cela les ramènerait éventuellement à la table de négociation. Les Allemands estiment qu'ils n'ont que 3 jours avant que les Alliés n'organisent une riposte dans les Ardennes. Ils doivent frapper vite et fort, avec des blindés très mobiles. Ils rassemblent 8 divisions de Panzer, plus de 1700 blindés, y compris des centaines de Tiger, et plus de 400 Panzer Mark V, le Panther meurtrier. Le tank Panther est doté d'un canon à grande vélocité de 70 mm à obus perforant et sa cuirasse frontale de 16,50 cm est inclinée pour défléchir les obus. Il peut filer à 31 km à l'heure, même en terrain très accidenté. Un atout pendant l'hiver rigoureux des Ardennes. Les Allemands rassemblent secrètement leurs énormes effectifs blindés pendant 8 semaines, la nuit. Ils attendent le mauvais temps qui va clouer l'aviation alliée au sol. Le matin du 16 décembre, la température plonge bien en dessous du zéro et une tempête de neige s'abat sur les Ardennes. Tout est en place.
Les Allemands attaquent. Ça a démarré tout d'un coup et on a chassé les Américains. Ils ont tout laissé sur place. Le déjeuner était servi sur les tables. Ils ont tout laissé là et ils ont fui. Ils ont laissé d'énormes quantités de matériel. Du carburant et des obus. Les méchants Allemands arrivent. Fuyons. Ça avait l'air de ça. Les Allemands prennent les Américains par surprise. Et le front des Ardennes s'incurve, formant une saillie ou une bosse. D'où le nom de Battle of the Bulge, qu'a retenu l'histoire militaire américaine. Le fer de lance de cette bosse, la 5e Panzerarmee, attaque le maillon le plus faible des lignes américaines, défendu par la 28e division et quelques tanks qui lui sont attachés. Le Sherman M4A3 est le principal tank des forces américaines. Il ne fait pas le poids à côté du Panther allemand. Le Sherman est léger et rapide, mais son canon à faible vélocité de 75 mm ne peut percer la cuirasse frontale du Panther. Le blindage avant du Sherman est d'une épaisseur de 5 cm, ce qui le rend très vulnérable à la puissance de tir du Panther. Répartis sur un front de plus de 24 km, la 28e n'a que 32 tanks Sherman, 57 canons anti-tanks et 1 millier de fantassins épuisés. Le territoire des Ardennes était idéal pour y placer des soldats fatigués. Il s'agissait essentiellement de leur confier les postes d'observation et d'écoute de la ligne défensive. Entre-temps, la 28e division recevrait constamment des renforts des États-Unis. Autrement dit, de jeunes soldats tout juste formés qui n'avaient pas encore eu leur baptême du feu. Voilà pourquoi ces soldats qui dormaient pendant la nuit du 15 au 16 décembre se sont fait surprendre. L'un des soldats épuisés qui défendait le front avec la 28e division était le jeune John Marshall, âgé de 23 ans, du 707e bataillon de tanks. Quand ils ont attaqué, on s'apprêtait à manger. Ce lieutenant arrive et, avec son gourdin, il fait sauter les gamelles de nos mains. « Laissez ça là, montez dans vos tanks et rassemblez-vous en bas dans la ville. » Ils étaient gelés. L'huile descend au fond du moteur. Dans le haut du moteur, il n'y a pas d'huile du tout. Et comme l'huile du bas est poisseuse et figée, le moteur ne démarre pas. Et alors, les tanks sont arrivés vers nous. On s'est servi de tout ce qu'on n'est pas censé utiliser. Je pense qu'on a allumé 5 brûleurs Bunsen sous le moteur. Et on y a mis tout le reste. Et heureusement, on l'a finalement fait démarrer. Marshall cherche le reste de sa division de tanks, ne sachant pas que les Allemands ont déjà scindé la ligne de la 28e division. Mais il est perdu, et il rejoint 2 autres Sherman qui sont dans la même situation. Il y avait 2 autres tanks à notre arrivée. Les équipages nous ont vus descendre et ils ont dit « On va vous suivre ». On n'avait aucune idée de l'endroit où on allait. J'ai sauté hors de notre tank pour le guider sur le pont et, une fois le pont franchi, j'ai fait signe au commandant du tank de faire de même. Le tank s'engageait sur le pont quand il y a eu un éclair énorme.
Les Allemands, cachés sous le pont, l'avaient atteint d'un tir de bazooka. Et les équipages des 2 autres tanks ont été mitraillés quand ils en sont descendus. L'avance de la 5e Panzerarmee semble imparable. Elle ne rencontre que des groupes épars de soldats américains. Mal équipés, peu nombreux et dans le cas de Marshall, complètement perdus. On était désormais vraiment seuls. On était désormais vraiment seuls pour retracer notre peloton ou un autre. On s'est rangé au bord de la route et on a discuté. J'ai dit, je vais abaisser le canon pour qu'il ait l'air non fonctionnel. Je ne voudrais pas qu'un enfant de pute y dépose une grenade. Pendant la nuit, on a entendu les Allemands qui passaient. Achtung, kaputt! Ils présumaient que le tank était hors de combat. Le lendemain, quelqu'un nous a vus. Allemands ou Américains, je ne sais pas. Un obus explose. Allié sursaute. Il reprend la route et tourne à gauche sur la route principale. Dans la rue suivante, il y a le seul tank Tiger que j'ai jamais vu. Il est flanqué de 2 plus petits tanks. Je tire dessus. Le Tiger allemand est un monstre de 63 tonnes, presque 2 fois plus lourd que le Sherman. Son blindage d'acier atteint 10 cm par endroit. C'est l'un des tanks les plus lourds de la Deuxième Guerre mondiale. Ses obus de 88 mm peuvent déchiqueter le Sherman. Par comparaison, le canon de 75 mm au baril de 3 mètres du Sherman fait figure de sarbacane. Et ses obus à faible vitesse ont peu d'impact. Ça a eu le même effet qu'une orange contre ce mur, vu la puissance de ce tank. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait feu sur nous, ils voyaient tout notre flanc. Et on a continué. Les Allemands aussi. Ils doivent s'emparer des ponts qui enjambent la Meuse pendant que le mauvais temps immobilise l'aviation des Alliés et avant l'arrivée des renforts américains. 20 heures après le début de l'offensive, les éléments de tête de la 5e Panzerarmee ne sont qu'à 90 km de leur objectif et ils ont parcouru 8 km en Belgique. Les Allemands renforcent leurs gains et ils font entrer de plus en plus de blindés dans la bosse, dont la 116e division Panzer d'élite. On était sur cette colline. On n'avait pas pris les routes qui passent par les champs et les marais, à cause des mines. On était à environ 1000 mètres plus loin sur la colline. Et on a aperçu ce tank. Avec son petit canon, il ne nous menaçait pas. On l'a appelé le Gourdin en blaguant. Et le tank Panther. Le Panther qui était à côté de moi a fait feu. Voici la marque du premier tir. L'obus a frappé le tank ici et il a rebondi. Au lieu d'exploser, il a ricoché. Il doit avoir frappé le tube et quand le tank a fait feu, le canon a explosé. Ils ont alors tiré un deuxième obus.
qui a frappé ces boulons qui dépassent. Puis un troisième obus. Le grand canon du Panther a une longueur de près de 6 mètres. Ces obus peuvent percer le blindage du Sherman à 2000 mètres. Et c'est ainsi que le tank a été détruit. L'intérieur était en flammes et on a continué d'avancer. Quand l'obus perce le blindage et entre dans le tank, le feu éclate, tout brûle. Et bien sûr, tout ce qu'il y a dans le tank, les munitions et le reste, tout cela alimente le feu. Mon compagnon n'était parvenu à sortir qu'à moitié du tank. Et on a vu les flammes l'engloutir. Ou alors, on voit des soldats tomber du tank, une jambe en moins. Dans ce cas, où on devient fou, où on se maîtrise, on se ressaisit et on se dit, eh bien, c'est la guerre, c'est l'enfer. Je dois passer au travers de tout ça. Et on continue. Les 2 ou 3 premiers jours de l'offensive allemande, les Américains étaient complètement épuisés. Ils se battaient constamment, jour et nuit, et ils n'étaient pas ravitaillés. Le commandement a dit, on n'y peut rien, repliez-vous. Les Américains se replient vers Bastogne, une plaque tournante, notamment pour les routes qui longent la Meuse. Le commandement allié donne l'ordre de tenir Bastogne à tout prix. La 101e division aéroportée y est envoyée en renfort. Pendant 3 jours, dans le froid et la neige, sans appui aérien, la 101e et les rescapés de la 10e division de blindés repoussent les offensives répétées des Allemands qui veulent s'emparer de Bastogne. Le 19 décembre, frustrée par la farouche défensive américaine, la 5e division de blindés de la Panzerarmee reçoit l'ordre de contourner Bastogne et de filer vers les ponts de la Meuse. Craignant que Bastogne ne soit encerclée, le commandement allié y envoie la 3e armée du général George Patton. Ses effectifs étant à 260 km de là, en France, Patton commande à 3 divisions de se rendre à Bastogne, au nord. Le fer de lance est constitué de 127 tanks de la 4e division blindée. Vers 20h30, on m'a dit de me préparer à partir. À minuit 15, vers le nord. Patton a dû faire tourner son armée de 90 degrés. On nous a envoyés dans les Ardennes. Mon tank et mon bataillon avec les éléments de tête de la 3e armée de Patton. Un parcours de 260 km jusqu'à Bastogne. La situation était complètement inconnue. On a roulé toute la nuit. Tout le jour. Sur des routes enneigées, glacées. Il faisait un temps horrible. Un vent cinglant. La dernière nuit, ça a été l'obscurité complète. Vous ne pouvez imaginer voyager par une nuit aussi noire. Tous les tanks ont ces petits réflecteurs appelés catadioptres à l'arrière. En regardant les catadioptres du tank qui était devant, le commandant du tank savait donc dans quelle direction aller et à quelle distance il était de ce tank. Mais j'étais dans le premier tank. Il n'y avait pas de catadioptre devant moi. Il n'y avait rien. On a vu un panneau qui disait Neuchâteau-Bastogne. Et on s'est enfin arrêté. 32 tanks Sherman du 8e bataillon parviennent aux abords de Bastogne en moins de 24 heures.
Ça a été un parcours très difficile. Le déplacement d'hommes le plus massif dans la plus brève période de l'histoire militaire. Mais tous les tanks y étaient. Mais à leur arrivée, les Allemands encerclent déjà Bastogne. Les Américains qui sont dans la ville sont piégés. Il en va de même de plusieurs autres, à l'autre bout des Ardennes, comme John Marshall, qui tente de réintégrer le front des Alliés. On espérait trouver notre peloton, ou un autre. On avançait. Et alors, on a vu deux gars sortir d'une ruelle et s'engager sur la route. Ils avaient une démarche très militaire. Mac me dit « à balai ». Et je ne sais trop pourquoi, mais je ne l'ai pas fait. Ils n'embêtaient personne. J'aurais dû me méfier et faire ce qu'on me disait de faire. Je ne l'ai pas fait. D'un pas de soldat, ils ont tourné à gauche, ils sont allés entre une grange et une maison. Ils se sont tournés comme s'il s'agissait d'un signal. Et au bout de cette rue, il y avait un tank. Dès qu'ils se sont tournés, le tank a tiré. Sur nous. L'obus est passé par-dessus. Il a raté le tank. Allié a viré brusquement à gauche. Il s'est engagé dans la ruelle. Et alors, on a vu un Boche qui se rendait. Il avait l'air d'un enfant. On savait que c'était louche. Et plus loin, on a vu deux officiers armés de Panzerfaust. Et ils ont fait feu sur nous. Le Panzerfaust, ou poing blindé, est l'une des armes antichars les plus meurtrières de l'époque. D'une portée de 60 mètres, ces roquettes de 150 mm peuvent trouer un blindage de 20 cm et provoquer une explosion dévastatrice dans le tank. Ils nous tirent dessus. Et ils nous ratent. Ils ratent le tank. Je n'ai pas eu besoin d'un ordre, rien du genre. Instinctivement, j'ai appuyé sur le solénoïde pour les mitrailler. Et alors, j'ai entendu un clac à fendre l'âme. J'ai crié « Spencer, la calibre 30 est coincée !» Et cette fois, il se préparait de nouveau. Il dit « Le 75 est chargé ». Je n'ai eu qu'à pivoter, à appuyer sur le solénoïde et à lâcher. Le coup les a fauchés. Le plus étrange, c'est que le jeune était encore là, les mains en l'air, les bras bien droits. Quoi qu'il en soit, on a continué. Marshall et son équipe déjouent les Allemands pendant des jours. Et ils rejoignent les lignes alliées. Le 22 décembre, l'avance des Allemands vers les ponts de la Meuse ralentit. Le terrain accidenté au nord-est de Bastogne représente un défi, même pour les Panthers de la 116e division des Panzers. Les Ardennes sont généralement considérées non propices aux combats de tanks à cause du terrain accidenté. D'abord à cause des vallons boisés et profonds, des gorges, des vallées, et ainsi de suite. C'est l'idéal pour se défendre et un cauchemar pour attaquer. C'était beaucoup plus difficile dans les Ardennes à cause de tous ces sentiers forestiers étroits. Ça a été catastrophique. Nos tanks ne pouvaient pas y manœuvrer. Und wie gesagt, es war für
Les terrains à découvert conviennent aux tanks, alors que les Ardennes étaient un poison pour les tanks. Gift für Panzer, war nicht das Ideale. Und da bin ich. C'est là que notre tank Panther a été atteint. Le premier obus a frappé la chenille qui s'est brisée. Quand une seule chenille fonctionne, le tank tourne en rond. Il a tourné et s'est immobilisé à angle, son point face au canon anti-char. On ne savait pas du tout que les Américains lançaient des grenades au phosphore. On ne peut pas vraiment abattre un tank avec des grenades au phosphore. Ils avaient juste eu de la veine avec cette grenade qui avait brisé notre chenille. Les projectiles incendiaires au phosphore servent à produire des écrans de fumée ou à marquer des cibles ennemies. Ils brûlent intensément, mais ils ont peu d'effet sur le blindage d'un tank Panther, sauf s'ils touchent aux munitions ou au carburant. Tous les soldats allemands sont soumis à une directive. On ne sort d'un tank que lorsqu'il est en feu. On ne peut sortir avant juste quand le tank est en feu. La plupart des blessures subies dans un tank sont des brûlures à cause du réservoir de carburant. Quand un tank est atteint de plein fouet, il s'enflamme aussitôt. Il n'y a alors qu'une chose à faire, en sortir au plus vite. Assis à bord du tank, on a dénombré 22 impacts. Ce n'est pas très amusant. On n'a qu'une chose en tête. Est-ce que je vais en sortir vivant? Finalement, le 22e tir est entré dans la caisse du tank, là où se trouvaient les bidons de carburant. Ça a déclenché un incendie. Nous pouvions alors sortir du tank. Le soir du 22 décembre, la poussée allemande vers la Meuse a presque complètement stoppé. Les colonnes de Panzer bloquent les routes étroites des Ardennes. Et de nombreux tanks tombent en panne. Les Allemands refocalisent leur attention sur Bastogne. Mais dans la ville encerclée, les Américains reçoivent de l'aide. 3 commandos de combat de la 4e division blindée du général Patton filent au nord pour briser le blocus allemand. À mi-chemin vers Bastogne, on parvient à un endroit appelé Burnon. Et avant qu'on atteigne le pont, c'était en fin d'après-midi, ils l'ont fait sauter. L'eau de la rivière était froide et tumultueuse, infranchissable par les tanks. On a dû s'arrêter et installer un pont. Nos tanks tiraient sur les ennemis de l'autre côté de la rivière. Et ils tiraient sur nous. Quand on a jugé que c'était assez sûr, les ingénieurs ont mis le pont en place, sous le couvert de l'obscurité. Et nos tanks s'y sont engagés. Un tank, un tank, un tank. Et au moment où on allait se reposer, pour le reste de la nuit, j'ai reçu l'ordre, non, continuez d'avancer. Patton a dit, je veux qu'ils foncent. Les hommes étaient épuisés et maintenant on leur disait de combattre toute la nuit. À l'aube, on est arrivé aux abords de Chaumont.
Soudain, venant apparemment de nulle part, il y a eu un tir. Il a touché un tank de la 25e cavalerie. J'ai aussitôt immobilisé mes effectifs. L'ennemi devait être là-bas, en force. J'ai pensé, je dois planifier une opération. C'est une manœuvre d'encerclement par ses effectifs scindés en trois. Les tanks de la compagnie C vont attaquer par l'ouest, tandis que la compagnie A va attaquer depuis la crête, à l'est du village. Ses flancs protégés, Herszik va mener sa compagnie B sur la route principale, au cœur de Chaumont. Dans un cours de tactique à Fort Knox, dans le Kentucky, mon plan m'aurait sans doute valu un A. Mais, vous le savez, il y a des impondérables sur le champ de bataille. La compagnie C m'informe que 5 de ses tanks, son premier peloton, sont complètement enlisés. Le sol était censé être gelé. J'ai donc su dès le début que la compagnie C ne servirait pas. La compagnie B s'engage sur la route. On rencontre de la résistance, mais rien de majeur. La 10e infanterie blindée nous aide. Sitôt entrés dans la ville, ils vont aller dans les immeubles et autour des immeubles où se trouvent les soldats allemands. La compagnie B entre dans la ville. Et alors, le ciel éclate et l'enfer se déchaîne. Soudain, on est tous touchés par des tirs directs. Maintenant, c'est une question de survie. Herszik et ses hommes sont tombés dans une embuscade. Et ils se sont confrontés à l'arme antichar la plus meurtrière de l'arsenal allemand, une arme autopropulsée appelée Jagdtiger. Un chaos indescriptible. C'était un peloton de 4 Jagdtigers. Le Jagdtiger est un tueur de tanks autopropulsé, une bête blindée de 78 tonnes. Ses obus de 128 mm à grande vélocité peuvent fendre un Sherman à plus de 3 km. Les tanks sont atteints. Bang, 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 partout. La compagnie B est dans la ville, mais les chars ne peuvent pas tourner. Et ils sont très vulnérables. Je dis donc à mon conducteur de reculer. Mais il recule sans voir. Je dois donc le guider. Tandis que le tank recule, je fais pivoter la tourelle. Je peux donc voir la route et guider le conducteur. Mais l'arrière de la tourelle est alors face à l'ennemi, ce qui la rend très très vulnérable. Je commence à respirer un peu mieux quand il me semble qu'on est hors de portée. Et soudain, j'entends un bruit fort et horrible, juste pendant un moment. Et le tank est poussé vers l'avant, comme s'il avait reçu un coup de massue. L'obus de 128 aurait dû passer au travers de la tourelle comme un couteau chaud dans du beurre, mais il a sans doute ricoché. Je dis donc au conducteur, « Continue !» Et tandis qu'on recule, je vois la lumière du jour par une fente de la tourelle. Je sais donc que quelque chose l'a frappé. On a enfin mis le tank hors de portée. Et je me suis demandé, pourquoi sommes-nous encore là? Pourquoi mon tank a-t-il survécu à cette bataille alors qu'il a reçu ce tir terrible? Près du puits de l'antenne, il y avait un objet. Et je ne sais toujours pas pourquoi il était là.
Je ne peux que déduire que l'obus a frappé cet appendice et qu'il a ricoché. Je pense que c'est un miracle que j'ai survécu à cette bataille et que je sois encore là. À la bataille de Chaumont, la compagnie B perd 18 tanks et presque tous ses effectifs. Les Allemands et leurs Jagdtiger meurtriers ont stoppé l'avance du colonel Herzig vers Bastogne. À 11 km au sud-est, des tanks d'un groupe de réserve filent vers Bigonville. Leur mission, s'emparer de la ville bien défendue et protéger le flanc des unités qui avancent vers Bastogne. En route, ils croisent une patrouille allemande. On s'est approché de Bigonville. Et j'ai placé notre tank en retrait derrière la voie ferrée. Peu après, il est arrivé un tank et 2 SP allemands. Ils avaient capturé un Sherman américain et ils avaient effacé nos étoiles pour y peindre leur croix. Quand je suis arrivé derrière la voie ferrée, ma caisse était en défilement. C'est-à-dire que le tank arrive par l'arrière et que son canon pointe alors au-delà de la colline. Et alors l'ennemi ne voit pas la caisse du tank. Le périscope du canonnier dépassait le canon d'une quarantaine de centimètres. Le canon était pointé vers la voie ferrée. Et par la visée, on voyait au-dessus. Quand il a tiré, il a donc touché le premier rail. J'ai dit monte un peu, ce qu'il a fait. Il a fait feu de nouveau et il a touché le deuxième rail. J'ai dit monte encore un peu. Oui, compris. Ça a été juste assez pour franchir les rails et on a tiré un obus sur ce tank Sherman. Et un autre sur chacun des SP. Ayant éliminé la patrouille allemande de Bigonville, le commandant Leach mène sa compagnie B au cœur de la ville. En approchant chacun des villages, on faisait feu. Le canon tirait dans une direction et la mitrailleuse coaxiale tirait dans une autre, vers les bords de la route. On devenait une avalanche de tirs. Avance, tire, avance. On a combattu en mode tourelle ouverte. On voyait vite les cibles. Avec le périscope, on est limité. On ne voit rien sauf dans la direction où il pointe. Avec les yeux comme ceci, on bouge la tête et on aperçoit les cibles. On peut donc attaquer rapidement. Mais l'ennemi peut nous attaquer rapidement lui aussi car on s'expose. Plusieurs commandants de tanks ont donc été blessés en menant de tels combats. Notre infanterie n'avait pas pu dégager toutes les maisons. Il restait des soldats allemands dans quelques maisons. Mes tanks parcourent donc toutes les rues. Un peu plus tard, j'encaisse un tir. La balle a frappé mon casque, comme vous le voyez ici. Et elle a coupé le cuiret. Je portais ceci en dessous, et c'est là que la balle a frappé ma tête. J'ai perdu connaissance. Je suis tombé dans la tourelle, et ils ont dit en blaguant, « Commandant, debout, vous avez du boulot. » Et j'avais du boulot. En 16 heures, la 4e division blindée s'empare de Bigonville. Le 24 décembre, le général Patton lui ordonne de participer à l'attaque principale sur Bastogne et le jour de Noël, elle avance vers l'ouest. Finalement, le 26 décembre, les tanks de la réserve du commandement s'apprêtent à lancer la charge de blindés la plus audacieuse de l'histoire militaire des tanks. J'ai mené l'attaque ce jour-là. Un tank Abrams a rejoint ma position. Bogas m'a dit, je vais vous dépasser avec ma compagnie C. On va filer devant, vers Assenois et tenter de joindre la 101e aéroportée pour faire cette percée finale dans Bastogne. 「 Bastogne.
Le lieutenant Charles Bogus mène 8 tanks Sherman dans la ville fortement défendue d'Assenois. Bogus a mené l'offensive. Il avait une compagnie d'infanterie avec lui. Ils ont combattu les Allemands qui résistaient et qui tentaient de miner la route. L'artillerie avait frappé plusieurs semi-chenillés et les obus de mortier avaient détruit plusieurs véhicules. Les tirs allemands sont intenses, mais Bogus et ses hommes passent et ils s'engagent sur le dernier tronçon de la route qui mène à Bastogne. Ça a été tout un combat. J'ai tout entendu, ces tirs devant moi. Parce que l'Abrams m'a laissé en poste là, près de la colline de Mont. Une mine allemande détruit un semi-chenillé de la colonne. Bogus continue avec 2 autres tanks et il parvient aux abords de Bastogne. Ils y rencontrent le dernier poste de défense allemand. Bogus et ses alliés le détruisent de 3 obus. Le dernier obstacle de la route de Bastogne a été éliminé. Un peu plus tard, les hommes de la 101e aéroportée émergent des boisés. Bogus a vu ce qui lui a semblé être des uniformes américains. Il a crié « 4e division blindée, sortez !» Et en hésitant, les Américains sont sortis. Ils se sont montrés. Le siège de Bastogne est terminé. Mais la 4e division de blindés l'a payé très cher. Après 10 jours de combat, on déplore plus de 1000 tués ou blessés et la perte de 28 tanks. Mais leurs efforts marquent le point tournant de la bataille des Ardennes. Le temps se dégage et pendant 3 semaines, les tanks américains, maintenant soutenus par l'aviation, chassent les Allemands des Ardennes. L'une des raisons pour lesquelles on a perdu, c'est que le temps s'est dégagé. Ça a joué un rôle important. Quand le ciel s'est dégagé et qu'il a fait soleil, ils ont pu déployer leur artillerie et leur aviation et nous poignarder dans le dos. Les Américains ont alors eu le dessus. Les chasseurs bombardiers étaient dangereux pour nous. Sur un tank, croyez-le ou non, on a compté 500 impacts de balles de mitrailleuses. Ils étaient très dangereux et ils attaquaient tous les tanks. On n'était pas de taille contre ça. Et peu après Noël, il ne nous restait presque plus de tanks. J'ai pensé, bon sang, ils ont beaucoup de matériel et on a si peu de tanks. Fin 44, début 45, nous n'avions plus de ravitaillement. On n'a pas reçu d'autres matériels de combat. La bataille des Ardennes, la plus grande bataille du front de l'Ouest, se termine le 12 janvier 1945. De part et d'autre, les pertes sont énormes. Plus de 90 000 Allemands tués, blessés ou capturés. Près de 20 000 Américains tués et 50 000 blessés. C'est leur bataille la plus meurtrière de la guerre. Les Américains ont perdu près de 320 tanks. Mais ce pari final des Allemands leur a fait perdre plus de 500 panzers irremplaçables. Et ce sera leur dernière offensive. Aujourd'hui, en rétrospective, c'est incroyable. J'ai peine à croire que j'étais là, que j'ai fait ce que j'ai fait. C'est un sentiment très étrange.
C'était la tête de l'armée de Patton, la force qui est parvenue à mettre fin au siège de Bastogne. Je crois fermement que ça a été le point tournant de la bataille des Ardennes. Et la bataille des Ardennes a été le point tournant de la guerre en Europe.